Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Et de quoi va-t-on parler? À la réponse dans ce sommaire. Notre première invitée sera Laure Santori, la directrice du Centre Régnier 3, à l'occasion du déjeuner du Prince Albert II au Cap Fleuri ce lundi midi. Le souverain est allé à la rencontre des résidents. Nous verrons donc comment les personnes âgées ont passé l'été en principauté, quelles sont les consignes sanitaires pour se rendre auprès de nos aînés, ou encore nous ferons le point sur la nouvelle résidence du Cap Fleuri. 70 ans, c'est l'anniversaire que vient de fêter dimanche le village de Castillon du côté de Sospel. Nous reviendrons sur les temps forts de cette journée et sur les liens qui unissent Monaco et ce village. Les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace ont effectué leur rentrée ce lundi. Vous le vivrez au plus près grâce à un reportage et nous serons avec son directeur Lucas Massala. Il nous présentera la promotion 2021 et nous rappellera les valeurs de cet établissement de danse que sont notamment le partage et la tolérance. Et pour finir, nous irons au-dessus de la nouvelle digue aux abords du Solarium pour faire le bilan de la saison estivale du restaurant Le Maletia Mar. Imaginez la vue, d'un côté la mer et de l'autre le port Hercule. Comme je vous l'ai dit, au tout début de ce sommaire, nous recevons notre première invitée, Laure Santori. Bonsoir. Bonsoir. Vous gérez la filière gérontologique. Comment les personnes âgées, de façon générale, ont passé l'été en principauté ? L'été 2021 s'est passé sous le signe d'une vigilance constante face à la Covid-19 et en même temps, nous avons organisé de très nombreuses activités et animations tout au long de l'été. Ce fut le cas à titre d'exemple à la résidence à Quiétudiné où nous avons organisé des fêtes de l'été en terrasse, mais aussi des sorties qui ont permis aux résidents d'aller à l'exposition du Grimaldi Forum par exemple. Au niveau du Centre Régnier 3, c'est au niveau des terrasses, des jardins, du patio qu'ont lieu de nombreuses activités, des goûters, des repas à thème, mais également la venue de l'équithérapie. Et aujourd'hui, au niveau du Cap Fleuri, c'est une grande tonnelle qui a lieu. Et il est vrai que tout au long de l'été, depuis le mois de mai, nous avions organisé 2 tonnelles par semaine afin de permettre aux résidents de déjeuner dans ces magnifiques jardins. Mais les activités sont variées avec à la fois des dessins, des jeux, des discussions autour de l'actualité. Et l'été 2021, grâce notamment aux Jeux Olympiques, a été riche et nous avons été gâtés en termes d'événements. Et oui. J'imagine que l'on ne s'occupe pas des personnes âgées de la même façon l'hiver que l'été. Quelles sont les particularités par rapport aux saisons et à la prise en charge et à la vigilance ? Nous vivons au rythme des saisons, bien entendu l'été, nous sommes vigilants au risque de canicule, mais nous sommes aussi très attentifs à faire profiter au maximum des jardins et des extérieurs l'ensemble des résidents, que ce soit en termes de sorties ou en termes de promenades ou d'activités en extérieur, des activités sportives, des repas en extérieur ou encore la venue d'animaux. Alors aujourd'hui, le Prince Albert II s'est rendu au traditionnel déjeuner du Cap Fleuri pour rencontrer les résidents. C'est toujours un moment important, j'imagine. Oui, c'est un événement extrêmement important, tant pour les résidents que pour les professionnels du CHPG. Effectivement, nous avons un attachement très fort vis-à-vis de la famille princière et cela fait partie des traditions qui ont lieu tous les ans au niveau du Cap Fleuri. Et je pense que nous en sommes très heureux et les résidents en sont très fiers et ce sont des moments absolument merveilleux pour eux. Un mot sur les mesures en vigueur par rapport à la crise sanitaire pour la rentrée. Quelles sont les consignes pour que les personnes extérieures puissent aller voir leurs aînés ? Alors nous sommes très vigilants à maintenir un équilibre dans le maintien à la fois des gestes barrières, des mesures de précaution, mais aussi les relations humaines et sociales qui sont très importantes pour les résidents. De ce fait, les consignes sont les suivantes. Pour les résidents vaccinés, et c'est le cas pour la quasi-totalité de nos résidents, ils bénéficient de 2 visites quotidiennes sur rendez-vous sans limitation de durée. Concernant les quelques résidents non vaccinés, la fréquence est de 3 visites par semaine, sur rendez-vous et avec une limitation de durée à 1 heure. Concernant les visiteurs, ceux-ci présentent leur attestation de vaccination ou les résultats négatifs d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. Dans l'actualité, la nouvelle résidence du Cap Fleuri, qu'est-ce que cette nouvelle résidence? Quand est-ce qu'elle rentre en fonction? Où est-ce qu'elle est? Combien il y aura de résidents? 78 résidents intégreront la nouvelle résidence du Cap Fleuri. Nous travaillons sur un planning prévisionnel pour une ouverture premier trimestre 2022. Effectivement, nous sommes très mobilisés
pour préparer l'ouverture de NRCF, qui offrira des qualités domotiques, des qualités en termes de géolocalisation, en termes de sol connecté, donc des dispositions spécifiques sur le plan technique qui visent à assurer un maximum de sécurité et de qualité en termes de prise en charge. Mais l'enjeu, c'est bien entendu l'humain. Et dans ce contexte, nous avons travaillé avec les équipes à un projet médical, projet de soins centré sur la qualité des prises en charge, la convivialité aussi, avec le maintien des traditions comme aujourd'hui. Ce projet est porté depuis de longs mois au sein du CHPG par les équipes de la filière gérontologique et du CHPG dans son ensemble. Nous préparons ainsi un projet qui vise à accompagner au mieux les résidents et leurs familles dans cette nouvelle étape. À titre d'exemple, nous avons d'ores et déjà organisé 2 conseils de vie sociale où les familles ont été conviées pour avoir tous les éléments nécessaires concernant ce changement important. Et à l'heure actuelle, l'attaché de direction du Cap Fleuri, Damien Aimé, a d'ores et déjà rencontré 52 familles et résidents lors d'entretiens individuels. Nous sommes en effet extrêmement focalisés et mobilisés sur le meilleur accompagnement possible de chacun dans cette étape importante. Quel est votre constat quant au nombre de personnes âgées qui ont besoin de vos services et le nombre de places? Vous pensez qu'à terme, on risque d'arriver à une saturation? On est bien? La dynamique en place est celle de répondre au mieux aux besoins de santé publique de la population, que ce soit au niveau du CHPG qu'en partenariat au niveau de la Principauté de Monaco. Nous travaillons bien entendu dans une filière gérontologique qui s'appuie aussi sur un maintien à domicile extrêmement performant et nous avons des partenaires comme la Fondation Hector Otto. Je sais que parfois dans les pays voisins, on peut regretter la qualité des services pour les personnes âgées. Alors, je pense notamment à certaines maisons de retraite dans l'Hexagone, pas toutes évidemment, on ne va pas faire de généralité, mais certaines qui peuvent ressembler parfois à des mouroirs. Comment se positionne la Principauté par rapport à la qualité de vie des personnes âgées ? L'enjeu en termes d'excellence est fort au niveau du CHPG et cela se traduit dans les faits par des effectifs de personnel plus importants, effectivement, que l'on peut le constater sur des établissements français, mais également tout un programme, une démarche qualité et continue et de la formation également au niveau de zones d'équipe. Nous sommes extrêmement mobilisés pour offrir à chaque résident, patient, mais aussi à chaque famille, les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge possibles. Laure Santori, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous venons d'en parler. Le prince Albert II était ce lundi midi à la résidence du Cap Fleuri. Eh bien, la veille, dimanche, le souverain s'est rendu à Castillon, non loin de Sospel. Le village célébrait ses 70 ans. Sandrine Nègre et Orazio Gagino reviennent sur les temps forts de cette journée et sur les liens qui unissent Monaco et ce village. Véritable village d'artistes, Castillon est donc devenu septuagénaire le 12 septembre 2021. Les célébrations ont débuté par un instant solennel dans l'église avec cette messe, église dont le clocher avait été rénové grâce au soutien de la princesse Antoinette, sœur du prince Régnier III. Les commémorations se sont ensuite poursuivies devant le monument aux morts, le village de Castillon ayant souffert plusieurs fois dans son histoire. C'est une date importante que nous célébrons tous les 10 ans et c'est ici la 3e version du village de Castillon qui a été meurtri dans son histoire puisque détruit 2 fois. Une fois en 1887, le 23 février, par un tremblement de terre. Ce village donc a été reconstruit une 2e fois un peu plus bas sur la place du Col. Et lui aussi malheureusement a été détruit en 1944, en octobre 1944 par la guerre, avec le pilonnage des bateaux alliés qui étaient en Méditerranée. Autre temps fort, l'inauguration par le souverain de cette exposition photo Castillon d'hier à aujourd'hui. Des clichés qui pour certains montrent combien Castillon a su se redynamiser au fil des décennies. Un exemple vient d'ailleurs illustrer cet élan. Non seulement on a l'ouverture d'un restaurant depuis une année, mais depuis quelques mois, et ce qui a donné lieu d'ailleurs ce matin dans le cadre de cette journée, l'inauguration de la maison de pays, qui aujourd'hui ne forme qu'un seul établissement avec le restaurant, puisque géré par les personnels de l'ESAT. La Principauté a eu une participation lors de la reconstruction avec la Société des Bains de Mer, et je trouvais tout à fait légitime que Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, soit invité à cette commémoration du 70e anniversaire.
Et si vous aussi, vous souhaitez découvrir Castillon, n'hésitez pas, il se trouve à 10 km de Menton. Et l'on peut même s'y rendre à vélo pour les plus courageux. Passons au point info avec vous, Vanessa Dessy, bonsoir. Nous débutons avec l'exposition canine internationale qui vient d'avoir lieu. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Plus de 700 chiens étaient réunis sous le chapiteau de Fontvieille, organisé par la Société canine de Monaco et sous l'impulsion de Mélanie-Antoinette de Massy. Les animaux au pédigré ont défilé tout le week-end devant un jury international afin de désigner les plus beaux représentants de chaque race. Le souverain et son Altesse royale, la princesse de Hanovre, ont assisté à la manifestation. Céline Caron d'Adjoni poursuit la tournée des services qui dépendent du département de l'équipement de l'environnement et de l'urbanisme. Le nouveau conseiller de gouvernement ministre s'est rendu ce matin dans les locaux du SMBP, le service en charge de la maintenance des bâtiments publics, accueilli par son directeur Anthony de Sévelinge. L'occasion de rencontrer les personnels et d'échanger autour des différentes missions du service. En raison du yacht show, le port Hercule sera fermé pendant 4 jours, la nuit, à la circulation maritime. Oui, du 22 au 25 septembre de minuit à 7 h, le trafic maritime sera strictement interdit dans le port Hercule et de 7 h à minuit, seuls les bateaux munis d'un badge seront autorisés à naviguer dans le port. Afin d'obtenir cette autorisation, il vous suffit de contacter le comité d'organisation du Monaco Yacht Show à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran afin de recevoir une fiche de renseignement qui doit être impérativement complétée et renvoyée avant le 17 septembre. Le musée d'anthropologie préhistorique prépare une nouvelle conférence. Le mardi 21 septembre à 18 h, cette première conférence organisée par le Spéléo Club de Monaco vous permettra d'en savoir plus sur la Provence et le Piémont racontés par les inscriptions anciennes de la grotte de Saint-Benoît. L'entrée est gratuite sur réservation, mais attention, les places sont limitées. Merci Vanessa, on se retrouve dans quelques instants. Nous vous en avons largement parlé la semaine dernière. La rentrée scolaire. Eh bien, ce lundi, c'était au tour des jeunes talentueux danseurs de l'Académie Princesse Grace d'effectuer leur rentrée. Alexandra Pani et Serge Prémont ont assisté à ce qui sera peut-être un tournant dans la vie de ces élèves. Bienvenue à l'Académie Princesse Grace à tous les nouveaux élèves. Une nouvelle saison démarre au sein de la Villa Casamia, une année de discipline et de rigueur pour ces jeunes danseurs en devenir. L'Académie Princesse Grace est pour eux un tremplin et une école de vie pour leur future carrière professionnelle. Cette année, ils sont 20 nouveaux élèves à intégrer l'institution, tous d'horizons différents. La plus jeune vient de Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, et est âgée de 12 ans. I'm super happy to be here. It's going to be amazing. The training here is amazing, and I can't wait to progress through it. I still can't believe that I'm here. It's so unbelievable, and I've already made so many friends. Everyone here is so nice, and it's amazing. Au programme pour les 42 élèves de cette année, danse classique contemporain, des cours de composition, du pilates, mais aussi l'histoire de la danse et de la musique. Chaque élève reçoit également une formation scolaire adaptée selon son âge et son pays d'origine. Cette année sera difficile et engageante pour les futurs élèves diplômés de l'Académie. L'objectif, atteindre le taux de 100% de contrats signés au mois de juin. On a beaucoup de pression, mais on est très excités aussi, car on a les auditions à passer en dernière année. On a beaucoup de projets et c'est très excitant. Je pense qu'on va commencer un peu doucement et là, durant la semaine, après ça va y aller. Par exemple, travailler avec Jean-Christophe Maillot en décembre et puis les auditions pour les compagnies. Première échéance pour les élèves, les imprévus qui se dérouleront au mois de novembre. Les jeunes danseurs présenteront une ébauche de leur travail après seulement quelques mois de formation. Vous venez de le voir, une nouvelle rentrée scolaire à l'Académie Princesse Grace et nous sommes avec son directeur, Lucas Massala. Bonsoir. Bonsoir. C'est une nouvelle année. Comment, selon vous, est le cru 2021 ? Comment trouvez-vous vos nouveaux élèves ? Ça a été une recrute un peu difficile car, comme vous le savez bien, l'année dernière a été une année très particulière. On a pu recruter 19 nouveaux élèves, qui est énorme. Mais c'est parce qu'il y a 2 ans, je n'ai pas pu recruter beaucoup d'élèves à cause du Covid. Alors, je pense que ça va être une très belle saison. On va les découvrir parce que, disons, les 70% des élèves, je ne les ai vus que sur un écran.
On a fait des auditions via vidéo car elles ne pouvaient pas voyager. Alors en fait, voilà, ça sera les premiers mois qui nous montrera voilà, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aussi dans la vie de tous les jours, comment ils sont en tant que personnalité. Pour l'instant, on sait qu'il y a beaucoup de talents. Ils savent danser, ils savent qu'est-ce que c'est la danse. Maintenant, il faut voir comment leur tête fonctionne et comment leur éducation est de base et essayer de mettre tout ça en place le plus rapidement possible. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? J'ai des élèves qui viennent du Mexique, beaucoup d'élèves américains, des élèves qui viennent de la Tchécoslovaquie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Alors en fait, on a pris des nationalités de la Corée qu'on n'avait pas encore auparavant. On a en tout, si je ne me trompe pas, 16 nationalités avec 41 élèves cette année. Les nationalités ont changé par rapport à la crise sanitaire ou c'est à peu près la même chose qu'auparavant? Disons que j'accueille de la Nouvelle-Zélande des élèves que je n'avais jamais eu avant ici. Et ça, c'est un peu, je ne vais pas dire grâce à la crise sanitaire, mais ça m'a permis de voyager vers des pays dans lesquels je ne suis jamais allé à travers Internet et pouvoir recruter des élèves de pays si lointains. Et comment s'est effectuée justement cette sélection? Comment vous sélectionnez les élèves qui rentrent dans votre académie? Dans une situation normale, je me déplace, je vais regarder des concours de danse, je les vois danser, j'ai des entretiens avec eux. L'année dernière a été un peu plus difficile car je ne pouvais pas vraiment voyager. Alors en fait, ils m'envoyaient des matériaux vidéo et après, on faisait, une fois que j'étais intéressé par un élève, j'ai envoyé des exercices qu'il devait refaire pour être sûr que ce qu'il m'envoyait, ce n'est pas des choses qu'il avait répétées pendant 2 ans. Une fois que cette deuxième sélection passée, il y avait une troisième sélection qui était une interview avec eux, avec leurs parents et avec moi sur Zoom, où on discutait un petit peu de leur éducation et tout ça. Et je pense qu'on a tout fait pour que ça puisse marcher. Maintenant, ils viennent tous ici, on a un mois d'essai, et de leur côté et de mon côté, pour voir si les matchs il est bon, si aussi ils sont bien dans cette école. Parce que naturellement, ils viennent dans une école qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent juste la renommée de l'école, mais ils ne sont jamais venus ici. Alors qu'auparavant, quand je recrute des élèves, ils viennent toujours faire 1 ou 2 semaines l'année avant d'essai pour voir aussi s'ils se plaisent dans cette école. Et quelle est la notoriété de cette école à l'international? Disons qu'aujourd'hui, elle est une des meilleures écoles du monde. Je n'exagère pas, c'est une école qui est très renommée pour 2 raisons. Principalement parce que depuis 2009, c'est une école qui a 100% des résultats. Tous les élèves qui travaillent chez nous ont trouvé un travail, terminent leur formation avec un contrat de travail. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on vit dans un pays qui est très, très rassurant pour des familles, où l'éducation, non seulement à l'intérieur de l'académie, mais dans le pays, est d'un très haut niveau. Et où le nombre des élèves, comme dans le pays même, c'est un nombre réduit, c'est un nombre, il n'y a pas une surpopulation, et ça veut dire qu'on a beaucoup de temps à leur consacrer et on peut vraiment travailler tête à tête avec chaque élève. 42 élèves, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a des écoles où normalement 200 élèves, c'est la moyenne. Là, vraiment, on peut travailler sur une qualité bien différente. Et parlez-moi du corps enseignant, des professeurs et de leurs qualités, ou de leurs défauts, mais j'imagine que si vous les avez pris, c'est parce qu'ils ont des qualités. La qualité et le défaut, disons que c'est leur passion. Être passionné de ce qu'on fait, c'est une grande qualité. Des fois, ça peut devenir un petit défaut quand on est un peu trop passionné dans ce qu'on fait. Mais encore une fois, le corps de professeur, on est 6 personnes par rapport à la danse. On est très proches les uns des autres. On travaille ensemble. Mais ça reste quand même l'ingrédient principal de cette école, la passion, l'envie de partager des valeurs, non seulement par rapport à l'enseignement de la danse, mais des valeurs par rapport à l'enseignement humain. Pour finir, quel va être l'enseignement? Qu'est-ce que vous allez apporter à ces jeunes tout au long du cursus pour qu'ils aient un avenir dans le monde de la danse? On va leur faire comprendre qu'est-ce que sont les valeurs de cette discipline qui est principalement l'envie de partager, l'envie de donner ce qu'on sait faire de mieux avec notre corps à un public qui aura besoin d'être rassuré, surtout dans une situation mondiale où les gens sont très préoccupés d'un futur. Voilà, pouvoir passer quelques heures dans un théâtre et oublier un peu ce qui se passe et se réjouir de l'art, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on enseigne. Principalement, l'éducation en soi, j'y tiens à le dire, parce que ce n'est pas seulement une éducation de la danse, c'est une éducation générale, académique de danse, mais aussi de comportement, de vraies valeurs, de tolérance et d'envie d'amener quelque chose de nouveau en ce monde. Des valeurs et de la tolérance, nous en savons plus sur cette nouvelle saison à l'Académie Princesse Grace. Lucas Massala, merci.
Merci beaucoup. Nous vous retrouvons, Vanessa Dessy, pour un autre point sur l'information sportive à présent, avec les résultats du week-end, à commencer par de la F1. Les McLaren se sont imposés ce week-end à Monza. En première ligne, Daniel Ricciardo remporte le Grand Prix d'Italie. La Scuderia, quant à elle, inscrit des points à domicile avec une 4e position pour Charles Leclerc et une 6e pour son coéquipier Carlos Sainz. Le leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen, et son poursuivant Lewis Hamilton ont abandonné après un violent accrochage sans gravité pour les pilotes. Prochain rendez-vous F1 le 24 septembre en Russie. Nous continuons avec du football. L'AS Monaco recevait l'Olympique de Marseille. Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, les Monégasques affrontaient les Marseillais sur la pelouse du Louis II ce samedi soir. Un derby bousculé car l'AS Monaco s'est incliné 2-0. Les hommes de Niko Kovac, privés de Golovin, Sidibé et Maripane, n'ont pas réussi à s'imposer. Au championnat, l'ASM reste donc dans la deuxième partie du tableau à la 14e position. En basket, la Roca Team était en Turquie ce week-end. Oui, ce dimanche, à l'occasion de la demi-finale de l'Istanbul Cup, l'AS Monaco Basket affrontait le Partizan Belgrade, auteur d'un très gros recrutement cet été. Au terme d'un match surprenant, les hommes de Mitrovic ont fini par s'incliner 120-114 après 3 prolongations. Ce samedi, en revanche, l'AS Monaco affrontait Kazan dans un remake de la finale Eurocup, remportée par la Roca Team au printemps dernier. Après une première mi-temps très difficile, les Monégasques ont fini par céder 84-85 au terme d'un finish une fois de plus à couper le souffle. La Roca Team vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur. Oui, il s'agit de Will Thomas, 2,03 m, 35 ans, en provenance du Zénith Club de l'Euroleague. L'ailier fort avait initialement signé cet été à Kazan, mais l'américano-géorgien a finalement décidé de résilier son contrat 45 jours après l'avoir signé pour rejoindre Monaco. Ce joueur expérimenté en joute européenne vient donc compléter le secteur intérieur. Début du championnat de France de basket le 2 octobre. C'est un nouveau lieu de restauration depuis le début de la saison estivale. Le Malizia Mar, situé au-dessus de la nouvelle digue, aux abords du solarium. À Christine Latomel, comment s'est déroulé ce premier été pour cet établissement ? Cet établissement éphémère a ouvert ses portes le 22 juin dernier en Principauté. Alors il propose une vue imprenable que l'on a peu l'habitude de voir entre la mer et la Principauté. Alors comment s'est déroulé cet été pour le Malizia Mar ? Nous sommes partis à la rencontre de son gérant. L'annexe du Mystique a fait sensation cet été avec sa cuisine aux couleurs du Sud. Légère et méditerranéenne, la clientèle a répondu présente à ce nouveau concept où l'art de vivre est tout un état d'esprit. Écoutez, la saison, elle n'est pas encore finie, mais elle s'est très bien passée. Pour nous, une première un peu lancée sur les chapeaux de roue, mais on a vite réagi et surtout, je crois que les clients de la Principauté ont joué le jeu avec nous. C'était un endroit peu vide et c'est bien de l'avoir utilisé. Après, c'est un cadre magnifique. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? On va dire en moyenne générale un peu tout. La partie restaurant, la partie apéritif avec des petites chiliennes que vous verrez plus tard. Peut-être un poil moins, mais avec pas mal de gens sur les bains de soleil en bas. Mais la partie restaurant beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que y a le côté convivial. Les amis se réunissent plus ou moins ici chaque jour et puis pendant l'heure du repos, du travail. Le Malizia Mar vous accueille encore jusqu'au 31 octobre de 9h à minuit pour une pause hors du temps dans un cadre idyllique avec une vue imprenable sur la Principauté et la Grande Bleue. La météo à présent, Vanessa, le temps reste-t-il estival en ce début de semaine ? Eh bien oui Fabien, une journée peu ensoleillée avec quelques nuages, mais les températures resteront très hautes pour la saison, entre 20 et 26 degrés. Le soleil se lèvera à 7h06 et se couchera à 19h45 et nous fêterons les Cypriens. Cyprien de Carthage plus précisément. Cyprien était un berbère converti au christianisme au IIIe siècle. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela... Les clichés du jour, nous vous en avons parlé dans ce journal. C'était la rentrée scolaire de l'Académie de danse Princesse Grace. Et ce sont des photos signées Michael Alési. On se retrouve mardi à 19h pour d'autres informations. À très bientôt.